bas pour nous. Envoyez-le en opération à votre droite. Oh, c'est bien ça. Bonjour. J'aurais plus mal à la gorge. Alors, l'acier traditionnel japonais est fabriqué principalement dans un bas fourneau, comme vous voyez ici à votre droite. On lui met alternativement du charbon de bois et des couches de minerai de fer. Et on se retrouve à la fin avec un massio de fer et d'acier, un mélange hétérogène qu'on retrouve à la fin au bas du fourneau. Donc on doit détruire le fourneau pour récupérer le massio. Ce massio est ensuite corroyé, c'est-à-dire qu'on va le préparer. Il y a différentes techniques. La technique que les Japonais utilisent, c'est de l'écraser en galettes, de casser ces galettes en petites galettes et de trier ainsi, par exemple, les inclusions d'impuretés telles le laitier, par exemple, ou les oxydes, ou la teneur en carbone, ce qui nous permet d'avoir différentes qualités d'acier. Et on va former des blocs. On va ressouder ces petites galettes d'une même qualité en un seul bloc d'acier. Ce bloc est ensuite replié sur lui-même. C'est ce que vous pouvez voir présentement dans la vidéo. Ça permet d'avoir un bloc d'acier homogène, sain, et à partir duquel on peut fabriquer des objets. Traditionnellement, c'est ainsi qu'on fabriquait tous les objets en fer, dont les pelles, les pioches, les outils, les haches et les armes. La forge d'armes japonaise a donc préservé cette façon de faire jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de forger un tanto, qui est la dague du samouraï, la dague traditionnelle au Japon. Et les étapes suivantes après ça sont la trempe. Donc on doit mettre en forme cette lame, ensuite de ça il faut la tremper. Comme vous le comprenez probablement déjà, la trempe implique de chauffer au rouge de l'acier puis le refroidir rapidement dans l'eau, parfois dans d'autres médiums, dans ce cas-ci dans l'eau. Et l'idée est de durcir le tranchant de l'acier afin de lui permettre de préserver son tranchant, d'être aiguisé et de bien couper. Par contre, dans le cas d'un sabre japonais, on fait ce qu'on appelle une trempe sélective. Seulement le tranchant est durci et le corps de la lame est laissé non trempé pour lui permettre d'absorber les chocs sans casser, comme c'est une arme.
ne pas aller dans les plates-bandes, s'il vous plaît. Le propriétaire nous a demandé de faire bien attention à ces fleurs et plantes. Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est la trempe. En préparation de la trempe, si vous vous souvenez, je parlais de trempe sélective. Donc, l'idée est de tremper seulement le tranchant, une partie du tranchant de la lame et non le corps. Il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de faire ça. Manabe-san va appliquer une argile sur la lame, une mixture à base d'argile sur la lame qui va lui permettre d'isoler certaines parties de la lame et empêcher l'effet de trempe. Avant de faire ça, vous pouvez voir dans ma main gauche la lame qui a été mise en forme au marteau. Donc, il n'y a eu aucune intervention à la lime, à la pierre, quoi que ce soit, c'est seulement au marteau. Je vais la faire circuler pour que vous puissiez la voir, y toucher. Et ensuite de ça, on doit passer la lime, on doit passer la lame à la pierre pour enlever ce qu'on appelle la calamine, la couche d'oxyde qui se forme durant la forge. Et ensuite, on peut préparer la lame avec l'argile pour la trempe, ce que M. Manabe s'apprête à faire à l'instant. Comme je t'ai présenté, ça allait ce matin? Mais comme je t'ai présenté ce matin, ça allait? Expert... Non, mais c'est ça. C'est beaucoup trop. Bonjour à tous. La performance sera accomplie par donc Pierre Nadeau et Maître Manabe, donc Maître Manabe Sumihira Manabe, qui est donc ce trésor national vivant du Japon avec lequel nous avons souhaité faire cet événement. Et pour cela, il a fallu bien des complicités parce que mon japonais est très limité et envoyer des emails en japonais, effectivement, c'était une gageure que je n'ai malheureusement pas pu relever. Je tente beaucoup de choses pour vous, mais ça, je dois avouer quand même que je n'y suis pas parvenu. Heureusement, Pierre Nadeau, si Pierre veut bien se montrer, merci. Après que son contact m'a été fourni par anciennement Conseil général, relative aux écrits de Jean-Henri Fabre. Que ceux qui connaissent Jean-Henri Fabre, ici il y a de l'union. Et quand il avait 6 ans, le petit Jean-Henri Fabre impressionnait tellement son oncle Paul que l'oncle Paul a demandé à son frère de le prendre avec lui sous sa protection en Avignon, et il en a fait naturellement un instituteur. Les hommes de culture étaient à cette époque-là, quand ils étaient d'extraction populaire, bien souvent, naturellement, devenaient des enseignants, devenaient des instituteurs, des professeurs. Et Jean-Henri Fabre a été d'abord un formidable instituteur. Jean-Henri Fabre était trop moderne, était des méthodes pédagogiques trop aventureuses. Finalement, à l'âge de 50 ans, 51 ans,
Jean-Henri Fabre démissionne de l'Éducation nationale, il en a marre. Il se dit quand même que puisque la considération n'est plus aussi de mise, il a quand même quelques droits d'auteur avec ses manuels scolaires. Il décide d'acheter une maison du côté d'Orange, au nord d'Avignon, qu'il va appeler l'Arche, par exemple. Et je reviens à cette proposition du gouverneur Bouguereau, qui vient entretenir en 1990, dans ces années-là, 91 peut-être pour être plus précis, mais le président du Conseil général, en disant, vous savez, nous avons une telle admiration pour Jean-État, nous avons ouvert cette voie japonaise et nous faisons venir des universitaires, des écrivains, et aujourd'hui, à défaut de faire venir un écrivain, nous faisons venir un artiste, un artisan artiste. La frontière entre les deux termes est d'ailleurs bien mince. C'est un travail, encore une fois, long, patient, qui va trouver son aboutissement vers 19h. Donc jusqu'à 19h, évidemment, je rends hommage, je le vois passer, de me servir à boire, à Fred et Isabelle, du thème des imaginaires du feu. C'est lui qui est responsable de ce que vous vivez aujourd'hui. Non, je voulais saisir l'opportunité de voir Fred apparaître, puisque je voulais qu'on salue Fred tout à l'heure. D'accord. Alors je peux commencer à donner la parole à Bernard Le Dauphin, qui peut commencer à vous parler du katana comme valeur artistique. Bonsoir. Je m'aperçois que l'assistance est extrêmement mélangée. Il y a à la fois des gens qui connaissent le sabre japonais et d'autres pour qui je vais devoir expliciter ce que c'est. Un sabre japonais, c'est certainement la plus belle lame que l'homme ait jamais produite sur cette planète. Les forgerons japonais ont atteint à cette époque une qualité technique que je ne vais pas contester aux trois forgerons qui sont là et qui vous expliqueront certainement pourquoi. Et donc, le sabre japonais a été porté jusqu'à la Hitorei de 1893, mais dans cette période d'Edo, à partir de la fin du XVIe jusqu'au XIXe, c'était réservé, le grand sabre ou le katana, était réservé aux samouraïs qui étaient une caste sociale et qui pouvaient se l'offrir. Le sabre japonais a donc atteint son summum technique au XIIe siècle. Il se passe de la fin du XIVe jusqu'à la fin du XVIe, pendant 200 ans, une période de guerre civile intense où on commence à se battre à pied. Parce qu'on juge par la couleur des flammes, par la couleur de la lame. Au Moyen Âge, il n'y avait pas de thermomètre. Par contre, on connaît aujourd'hui, la température doit être au-dessus environ de 800 degrés Celsius, soit juste au-delà du point de... 1200 degrés. 800. 1200. Non. Excusez-moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le sabre japonais, je vais vous expliquer. Le sabre est trempé uniquement partiellement le long du fil. Il est engobé d'une structure d'argile et de terre réfractaire et émincé le long du fil. On le chauffe et on le trempe, ce qui fait qu'il a un fil trempé très dur, mais que le reste de la lame reste élastique. Ce qui fait que
Le sabre japonais est un joujou redoutable. Ça vous coupe un canon de fusil sans problème. Il y avait même un film d'action psychologique pendant la guerre du Pacifique où un expert coupait un canon de mitrailleuse de 50 américain. Mais il faut évidemment un sabreur excellent, une bonne lame, et il ne faut pas que la lame arrive de biais, sinon elle casserait. Ceci posé, je vous redonne la parole, monsieur Novell. Moi, je trouve que la tranchée est un peu courte. Moi, je peux vous dire que le gagne. Comme la lame de tout à l'heure, on va la faire circuler. On aimerait vous faire remarquer là où l'argile est tombée, c'est où la trempe, l'effet de trempe a eu lieu. C'est-à-dire que le corps n'a pas été trempé, mais le fil, le tranchant, lui, a été trempé. Vous pouvez voir aussi que la lame a courbé. La raison de ça, c'est que l'acier trempé a environ 4 ou 5 % de volume de plus que l'acier non trempé. Hier, le but, il n'y avait aucun minerai dans le bas fourneau. Le but était d'assécher, d'enlever toute humidité dans le bas fourneau, ce qui permet d'augmenter plus facilement sa température. Il faut savoir aussi que le fourneau est fabriqué à partir de blocs qui sont cimentés avec une argile. Donc l'argile est évidemment chargée d'eau. Il fallait évacuer cette eau-là. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'oxyde de fer étant une molécule de fer, un atome de fer avec un ou plusieurs atomes d'oxygène selon le type de molécule, le monoxyde de carbone, donc le monoxyde de carbone qui est créé par la combustion du charbon, va voler l'atome d'oxygène à l'oxyde de fer et va permettre ainsi de laisser seulement le fer pur dans le fourneau. Et on se retrouve donc avec, au pied du fourneau, au bas du fourneau, un amas de fer et d'acier, c'est-à-dire le fer, c'est un alliage l'acier, c'est un alliage de fer et de carbone.
et on se retrouve avec ce massio au pied du fourneau et qu'on récupère. C'est ce qu'on s'apprête à faire dans les minutes qui viennent. Alors évidemment, il reste encore beaucoup de charbon dans la tourette du fourneau. Mais plus ils vont démolir et retirer les espèces, retirer les éléments, vous allez pouvoir trouver le massio au bas du fourneau si tout a bien été. Quelqu'un me demande pourquoi démolit-on ce four? Donc, le four est malheureusement à utilisation unique. Pardon? Oui, Pierre, va. Oui. Le four est à utilisation unique. Et donc, malheureusement, comme vous pouvez voir, avec les températures qu'on atteint, plusieurs matières atteignent le point de fusion. Et donc, tout devient un peu soudé ensemble. Et le seul moyen de récupérer le massio, c'est de détruire le fourneau. C'est sûr qu'aujourd'hui, on pourrait, avec des matériaux réfractaires à haute performance, construire un fourneau qu'on pourrait démonter et réassembler au besoin. Mais vous avez devant vous la technique traditionnelle, la façon de faire traditionnelle.
Oui. On me pose la question de savoir quelles sont les pierres, enfin, la qualité des pierres utilisées. Manifestement, ce n'est pas du granit. Il y en a beaucoup à Saint-Urcise. Ce sont des pierres poreuses, des pierres. C'est pas de la craie non plus. Pierre, peut-il nous dire? On va demander à Dominique, c'est son fourneau. Les pierres utilisées, c'est de l'argile blanche mélangée avec de la paille, tout simplement. Alors, ça résiste à 1300 degrés à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça reste à 150 degrés. Ça peut servir plusieurs fois. Il récupère ses blocs à chaque fois. Il va les recimenter avec de l'argile à chaque fourneau. Dans le cas du fourneau qui est opéré au Japon par l'Agence des affaires culturelles à chaque hiver, c'est un fourneau qu'on reconstruit à chaque année, qu'on détruit à chaque année complètement. Et si, comme tu le disais, on était au bord d'atteindre le point de fusion, on a entendu des choses intéressantes sur le sujet ce matin, et qu'on poussait les choses un peu plus loin, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en fait, on atteint un peu aussi les limites de performance du fourneau. Donc, le fourneau ne permet pas vraiment d'atteindre des températures plus élevées. Et avec les siècles, les gens ont découvert des techniques qui permettaient d'atteindre des températures un petit peu plus élevées en changeant, par exemple, la forme du fourneau ou en préchauffant l'air. Il y a eu différentes techniques qui ont évolué. Vous pouvez voir maintenant le massio qui sort du fourneau. Tu nous en dis plus, le massio? Donc, vous pouvez voir présentement cet amas de fer et d'acier. Amas de fer et d'acier, bravo. Succès. Bravo. Oui, alors cette loupe, elle a été faite avec environ 115 kg de minerai. Là, je pense que c'est un petit morceau, la moitié de la loupe, parce qu'il doit y en avoir une deuxième moitié dans le four. Et on va vérifier. Là, je pense que c'est bon. Oui, il y en a une autre. Ouais, il y en a une deuxième. Bon. Il y a à peu près 50 kg de métal. Et c'est de l'acier que je me sers après pour fabriquer le sabre japonais. Voilà. En plus, c'est fabriqué avec du minerai qui vient de l'Aveyron, du côté de Lunel, au-dessus de Saint-Cyprien-sur-Dourdoux, dans la mine du Quémar, qui est typiquement aveyronnaise. Ah oui, la mine Le du secret est Quémar. sorti. On sait d'où vient le minerai maintenant. Oui, mine du Quémar, bien connue, effectivement. Et qu'est-ce qu'il en fait, il a dit, Dominique, après lui, ses utilisations? Donc, Dominique aussi pratique la forge. Ah, on va laisser répondre. Oui, on va dire qu'il est forgeron à Carsenac-Peyrades. L'acier, après, je vais m'en servir justement pour, comme maître Manabe, fabriquer les sabres japonais. Voilà, alors. Alors, il s'apprête à tremper le massio, ce qui les rend un peu plus cassants, qui permet de séparer les scories. Les scories, c'est ce qu'on peut appeler aussi le laitier, c'est la partie du minerai qui était la roche, en fait, qui a fondu un peu comme de la lave et qui se retrouve un peu ici mélangé au massio. En refroidissant, ça nous permet d'un peu tremper l'acier, la rendre cassante et de séparer les scories de l'acier. Alors, comment on ne s'amuse pas tous les jours à fabriquer, à monter un fourneau, à développer un massio et à tremper une lame? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, au-delà de la tradition culturelle perpétuée, de la valeur artistique du katana? Alors, je fais souvent un peu un parallèle avec l'ébénisterie, la menuiserie en meubles. Si on demandait à un artisan du bois de fabriquer un meuble, par exemple un meuble traditionnel, mais avec du contreplaqué, eh bien, il nous répondrait qu'il préfère travailler avec du bois massif. L'intérêt dans le bois est de voir les motifs du bois. On choisit ses planches, on choisit la façon dont on va débiter le bois pour avoir différents motifs. Donc, c'est un peu la même chose avec les sabres japonais. On peut apprécier dans la lame polie différentes textures, couleurs, des motifs
qui viennent en fait de la nature du minerai lui-même et de la façon dont le minerai a été réduit en acier. Donc l'intérêt ici est non seulement de préserver un savoir-faire, mais aussi de créer une œuvre qui est le sabre. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tout le monde s'inquiète, cette fumée? Donc ils ont mis le plus gros morceau de massio dans l'eau, ce qui a créé un petit volcan d'eau en ébullition. En plus, c'est la température de la cuisson des œufs, là. Si vous voulez, c'est le temps, portez vos œufs. L'origine du mot massio. J'en ai absolument aucune idée. Vous êtes les spécialistes des mots. On viendra faire un fourneau et disons, hein, Comment, puisque vous êtes privilégié en relation directe avec l'abbé, a-t-il vécu ce moment? Vous pouvez parler, le dire lui-même et que vous le traduisiez. Nous serions heureux d'entendre la voix de Maître Manabé. Ne touchez pas, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant de réfléchir au fait que M. Manabé est allé dans la montagne avec une pelle, il a trouvé son minerai, il l'a ramené chez lui, il l'a réduit dans son fourneau, il a préparé, transformé son acier, il a forgé une lame avec, il l'a trempé, il l'a fini. Cette lame-là a passé par les mains, dans ce cas-ci, de 3 autres artisans. Et donc, c'est vraiment complètement fait à la main. C'est vraiment l'expression utilisée dans ce cas-ci. Et parti de ça et d'un peu de charbon que j'ai dans la main gauche. Dans l'histoire du Japon, il y a eu plusieurs types d'armes, plusieurs types d'escrime. Le tachi est un sabre de cavalerie, était porté tranchant vers le bas, suspendu à la taille. Et avec l'évolution des techniques d'escrime, vers le 16e siècle, on s'est mis à porter différents types de lames qui ont évolué vers ce qu'on appelle aujourd'hui le katana. Le katana, on le portait inséré dans l'obi, qui est une ceinture, le tranchant vers le haut, ce qui permettait, en dégainant, tout de suite de couper d'un seul coup. Et comme cette lame est un tachi, on le présente toujours en exposition, le tranchant vers le bas. Si jamais vous voyez en exposition une lame avec le tranchant vers le haut, c'est un katana. Donc la première lame est un tachi, un sabre de cavalerie, inspiré de l'époque médiévale. Et le second est un tanto. Le fourreau est laqué de lac d'Urushi. L'Urushi est la sève d'un arbre qui fait partie de la famille des sumacs. C'est une sève très allergène. La plupart des gens ont une réaction très violente à l'Urushi. Les laqueurs, évidemment, tolèrent bien la laque. Et la poignée est faite de ce qu'on appelle samegawa, c'est de la peau de renne. Jamais. C'est la deuxième fois de ma vie. J'aimerais bien venir plus. Ah non, Itineni. Ah non, non,
Alors, s'il vous plaît, peut-être ne partez pas parce que Thierry Moisset nous attendait, en fait, vous s'était posé à l'hôtel Remise. Explication de son retard. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu de public encore. Vous étiez là, si vous voulez patienter 5 minutes. Comme je vous expliquais toute la journée, je vais faire un petit résumé, mais en fait, j'ai expliqué beaucoup aujourd'hui que Manabé va lui-même dans la montagne chercher son minerai, fabrique sa propre fonte qu'il décarburise en son propre acier et qui, à partir de... Donc, il y a beaucoup de travail dans son acier, déjà en partant. Au lieu de juste acheter l'acier, il fabrique lui-même à partir des matières premières et à partir de là, fabrique ses lames. Donc, il a fabriqué ce petit poids, un pèse-papier spécial de son acier de sa main, avec son étampe dedans à chaud, il l'apporte, il l'offre ici à monsieur. Yes, and we can with steel, one knife from Forge Layol to do. Bah oui. With pleasure. Et je vous ai aussi amené quelque chose. Alors peut-être pour les trois dire, nous la première chose qu'on va chercher pour faire un couteau, c'est les cornes d'une vache. Et d'une vache très particulière, puisqu'en fait c'est les cornes de vache d'Aubrac. C'est-à-dire qu'en fait on a relancé l'activité avec des cornes de vache d'Aubrac, alors qui ont une particularité, c'est qu'elles n'ont galopé que sur l'Aubrac. Alors c'est peut-être plus facile à trouver que le minerai, mais il faut galoper plus vite en fait. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des lames brutes de forge. Et il y a notamment un salarié qui est là, que j'ai aperçu. Il est où Baptiste? Voilà. Hein, Baptiste fait partie de l'équipe qui forge les lames en fait. Et donc, je vais traduire ce permet. Si Baptiste, allez, forgeron. Ouais, Baptiste, ouais. De lame, Ouais. c'est votre jour. Alors Baptiste est forgeron à la forge en plus. Alors je savais pas Allez, qu'il était là, Baptiste. c'est le hasard. Et je pense que c'est même Baptiste qui va lui remettre parce que c'est son métier. Hein, c'est le produit qu'il réalise tous les jours. Et c'est chouette qu'ils soient là. Donc c'est un couteau en corne de vache d'Aubrac avec une lame brute de forge. Et c'est Baptiste qui va lui remettre. Qu'est-ce que vous avez dit Thierry? Une lame? Donc c'est un couteau en corne de vache d'Aubrac avec ce qu'on appelle nous une lame brute de forge. C'est de la même façon ce que vous avez vu, alors un tout petit peu un peu plus industriellement, dans le sens où on chauffe avec un inducteur. Et on retrouve en fait lame brute de forge avec un petit bout de cuir en cuir de vache d'Aubrac et de la corne de vache d'Aubrac. Donc là en fait vous avez un acier français forgé à l'aïeul et de la corne de vache d'Aubrac. Bravo. Bravo.